Les vaisseaux noirs surgirent des ténèbres interstellaires, tels des requins de métal géants, fendant un océan de néant. Chaque vaisseau était plus long que les plus hauts édifices terrestres, leur coque lisse et mortelle. Ils se déplaçaient en formation parfaite, des dizaines d'entre eux projetant des ombres sur le soleil lointain. L'amiral Ketvar se tenait sur la passerelle de son vaisseau amiral, le Dominion Céleste. Les avant-bras croisés dans le dos, il observait la petite planète bleue grossir sur l'écran. Vue de l'espace, la Terre paraissait si paisible, si vulnérable. Il avait déjà répété cette opération 47 fois avec d'autres mondes. Le résultat était toujours le même. « Monsieur, nous recevons des signaux de cette planète », rapporta son officier de communication. « Ils veulent communiquer. » Les mandibules de Ketvar claquèrent, dans un son que son espèce interpréta comme un rire. Bien sûr, ils ont repéré nos vaisseaux. Ils savent qu'ils ne peuvent pas nous vaincre. La planète humaine émettait des signaux radio depuis plus d'un siècle. Ces éclaireurs avaient écouté leurs communications, appris leur langue, étudié leur technologie primitive. Les humains utilisaient encore des fusées chimiques pour à peine s'échapper de leur atmosphère. Ils menaient des guerres avec des balles en métal et des engins explosifs. Ils étaient comme des enfants, jouant avec des bâtons, tandis que l'Empire zéphirien maniait la puissance des étoiles. « Dites-leur que nous recevrons l'un de leurs vaisseaux diplomatiques, » ordonna Ketvar. « Assurez-vous qu'ils comprennent l'honneur que nous leur faisons. » Quelques heures plus tard, un petit vaisseau humain s'approcha de la flotte zéphirienne. Ketvar ordonna « Assurez-vous qu'ils comprennent l'honneur que nous leur faisons. » Quelques heures plus tard, un petit vaisseau humain s'approcha de la flotte zéphirienne. Ketvar la regarda s'approcher, déçu. Le vaisseau était minuscule, à peine 200 mètres de long. Sa coque était peinte en blanc avec des marquages bleus. Il ressemblait davantage à un cargo qu'à un véritable vaisseau. Où étaient les armes? Où étaient les boucliers? Comment ces créatures comptaient-elles survivre dans l'espace avec une technologie aussi rudimentaire? Le vaisseau humain s'amarra au Dominion Céleste. Ketavar se dirigea vers le sas principal, suivi de sa garde d'honneur. Six guerriers zéphiriens en armure de combat complète, chacun armé d'un fusil à plasma capable de faire fondre l'acier. Face à une telle démonstration de puissance, les humains comprendraient immédiatement leur situation. Le sas s'ouvrit dans un léger sifflement. 3 humains entrèrent, vêtus d'uniformes bleus sobres, sans armes apparentes. La meneuse était une femme aux cheveux bruns courts et au regard serein. Elle contempla le quai d'amarrage avec un émerveillement qui semblait sincère. Et bienvenue à bord du Dominion Céleste, dit Ketvar dans un anglais soigné. Je suis l'amiral Ketvar de l'Empire zéphirien. La femme humaine s'avança et lui tendit la main, suivant leur étrange rituel de salutation. Capitaine Sarachan du vaisseau terrestre, rameau d'Olivier. Merci de nous recevoir, amiral. Ketvar l'observa tandis qu'il se serrait la main. Elle semblait nerveuse, mais pas terrifiée. C'était intéressant. La plupart des espèces étaient à peine capables de parler à la vue des guerriers zéphiriens. « Venez, dit-il. Laissez-moi vous montrer la puissance de l'Empire. » Il guida la délégation humaine à travers les couloirs de son vaisseau. Le capitaine Chen et ses compagnons contemplaient tout avec des yeux écarquillés. Ils s'arrêtèrent pour examiner les conduits d'énergie qui luisaient dans les murs. Ils fixèrent les écrans holographiques qui affichaient des cartes stellaires des mondes conquis. Lorsqu'ils passèrent devant le centre de contrôle des armements, Chen laissa échapper un véritable cri d'admiration. « Ces relevés énergétiques, » dit-elle doucement. « Ce sont vos armes principales ?»« Nos armes les plus petites, » répondit Ketvar avec fierté. « Chacun de ces canons pourrait détruire vos plus grandes villes en quelques secondes. » Chen hocha lentement la tête. « Incroyable, nous n'avons rien de comparable. »« Parfait. » Elle comprenait déjà la gravité de la situation. Dans la salle de conférence principale,
Kitvar activa l'écran holographique. Des images de mondes zéphiriens apparurent dans les airs, au-dessus de la table, des cités flottant dans le ciel, des stations spatiales en orbite autour d'étoiles mourantes, des flottes de vaisseaux de guerre numérotés, des flottes de vaisseaux de guerre se chiffrant par milliers. L'Empire zéphirien s'étend sur 412 mondes, commença-t-il. Nous avons apporté la paix et l'ordre à d'innombrables espèces à travers cette galaxie. Nous offrons le même don à l'humanité. Le capitaine Chen se pencha en avant sur son siège. « Quel genre de don ?»« La protection, » expliqua Ketavar. « Votre monde fera partie de notre empire. Vous bénéficierez de notre technologie, de notre savoir, de notre sécurité. En échange, vous fournirez des ressources et de la main-d'œuvre pour contribuer à l'essor de notre civilisation. Et si nous refusons ?» Les mandibules de Ketavar claquèrent de nouveau. « Regardez autour de vous, capitaine. Voyez-vous une possibilité de refuser ?» Chen resta silencieuse un long moment. Elle regarda ses deux compagnons, puis reporta son regard sur l'écran holographique. « Je dois en discuter avec mon gouvernement. C'est une décision qui concerne l'humanité entière. Certes, vous avez 72 heures pour vous décider. Mais, capitaine Chen, permettez-moi d'être clair sur un point. » Ketvar se leva, les avant-bras écartés. En 5 siècles d'expansion, aucune espèce n'a jamais choisi de nous combattre après avoir aperçu notre flotte. Le choix judicieux est évident. Le capitaine Chen et son équipe furent honnêtes et logés à bord pendant leur attente. Ketvar les observait via les caméras de sécurité tandis qu'ils exploraient leur cabine et discutaient à voix basse. Ils semblaient prendre des mesures et s'interroger sur le fonctionnement des différents systèmes. Un comportement curieux, mais inoffensif. Les espèces primitives cherchaient souvent à comprendre les technologies qui les dépassaient. Le lendemain, Chen demanda à visiter la flotte. Ketavar se fit un plaisir de leur présenter ses vaisseaux. Ils visitèrent tôt le Persévide, un destroyer capable de se déplacer plus vite que la lumière. Ils firent ensuite le tour du Brise-Étoile, un cuirassé dont le canon principal pouvait fissurer des planètes. Chen et son peuple posèrent en haut de nombreuses questions techniques. Comment fonctionnaient les moteurs? Quelle était la consommation énergétique des armes? Comment les vaisseaux étaient-ils construits? « Votre technologie est extraordinaire !» s'exclama Chen, debout sur le pont d'observation du Starbreaker. « Combien de temps a-t-il fallu à votre peuple pour développer de tels vaisseaux ?»« Des milliers d'années, » répondit Ketvar. « Mais nous partageons généreusement notre savoir. Les espèces qui rejoignent volontairement notre empire bénéficient d'un accès beaucoup plus rapide à nos connaissances scientifiques. » Chen acquiesça et prit des notes sur un petit appareil. « Je crois comprendre. » Le jour J, le capitaine Chen retourna au Dominion céleste pour obtenir la réponse de la Terre. Elle paraissait fatiguée mais déterminée en entrant dans la salle de conférence. Ketvar avait réuni ses officiers supérieurs pour ce moment. Ils s'attendaient tous au même résultat, comme toujours. « Amiral, » commença Chen, « j'ai parlé aux dirigeants de la Terre. Nous sommes honorés par votre offre de rejoindre votre empire. » Ketvar sourit, dévoilant ses dents acérées. Un monde de plus à leur collection, sans même avoir tiré un seul coup de feu. Cependant, poursuivit Chen, nous devons décliner poliment. Un silence s'installa dans la salle de conférence. Ketvar sentit son cœur s'emballer. En 500 ans de conquête, aucune espèce n'avait jamais prononcé ces mots à la vue de la flotte. « Je suis désolé, capitaine, » dit-il lentement. « Je crois que je n'ai pas bien compris. » « La Terre choisit de rester indépendante, » déclara Chen clairement. « Nous vous remercions de votre généreuse offre, mais nous préférons nous gouverner nous-mêmes. » Ketvar jeta un coup d'œil à ses officiers. Ils fixaient tous la femme comme si elle avait parlé une langue étrangère, ce qui, d'une certaine manière, était le cas. La langue d'une espèce qui avait choisi la destruction plutôt que la soumission. « Capitaine Chen, » dit Ketvar avec précaution, « vous avez peut-être besoin de plus de temps pour réfléchir à cette décision. Vous avez peut-être besoin d'une démonstration concrète de ce que signifie refuser notre protection. » Chen se leva de sa chaise. « Ce ne sera pas nécessaire, amiral. Nous comprenons parfaitement la situation.
Elle se dirigea vers la porte, puis s'arrêta et fit demi-tour. « Mais, amiral, si vous insistez pour une démonstration, nous serions ravis de vous en présenter une. » Ces mots firent frissonner Ketvar. Que pouvaient bien démontrer ces primitifs qui puissent rivaliser avec la puissance de l'Empire zéphirien? Mais le sourire serein du capitaine Chen le fit hésiter. Quelque chose dans son regard laissait entendre que la Terre n'était peut-être pas aussi impuissante qu'elle en avait l'air. L'amiral Ketvar ne ferma pas l'œil de la nuit. Les paroles du capitaine Chen résonnaient sans cesse dans sa tête. Aucune espèce n'avait jamais proposé de faire la moindre démonstration à l'Empire zéphirien. La plupart imploraient sa clémence. D'autres tentaient de se cacher. Quelques-unes lancèrent des attaques désespérées qui s'achevèrent rapidement, mais aucune n'avait jamais souri ni offert de démonstration. Il se tenait dans sa chambre privée, contemplant les étoiles. Le vaisseau humain, rameau d'olive, flottait près de sa flotte, petit et fragile, parmi les imposants vaisseaux de guerre zéphiriens. Il ressemblait à un jouet d'enfant à côté de véritables armes de guerre. Pourtant, quelque chose dans l'assurance du capitaine Chen l'inquiétait. « Monsieur » fit une voix dans son communicateur. « Le vaisseau humain demande l'autorisation de retourner sur sa planète. »« Accordé » répondit Ketvar. « Suivez leurs mouvements. Je veux savoir exactement où ils vont. » Le rameau d'olivier partit le lendemain matin. Ketvar le regarda disparaître vers le système solaire interne, devenant un simple point lumineux parmi des millions. Ses vaisseaux éclaireurs le suivirent à distance, enregistrant tout. Les heures passèrent. Puis, une journée. Les gouvernements humains gardèrent sur le silence. Aucun message de reddition, aucune demande de délai. Rien. Ketvar convoqua ses officiers supérieurs dans la salle de guerre principale. L'écran holographique affichait le système solaire terrestre en détail. Leurs éclaireurs avaient cartographié l'ensemble de la zone au cours des derniers mois. Une étoile, 8 planètes, d'innombrables astéroïdes et petites lunes, et un monde habité, peuplé de créatures primitives qui avaient, d'une manière ou d'une autre, oublié leur place dans l'univers. « Amiral de la flotte, » dit le commandant Vextar, « les humains ont eu suffisamment de temps pour reconsidérer leur position. Peut-être ont-ils besoin d'être encouragés. » Ketvar acquiesça lentement. « Je suis d'accord. Préparez la flotte pour une démonstration, quelque chose qu'ils ne pourront ignorer. » Une heure plus tard, la formation de combat zéphirienne était complète. 43 vaisseaux disposés en un schéma d'attaque parfait. Des destroyers sur les flancs, leurs coques luisantes d'une énergie mortelle. Des croiseurs au centre, armes chargées et prêtes à l'emploi. Et au centre, les cuirassés colossaux capables d'anéantir des civilisations. « Tous prêts !» annonça son officier tactique. « Monsieur, commencez la démonstration !» ordonna Ketvar. La première partie du spectacle consista en un mouvement. La flotte exécuta une chorégraphie complexe dans l'espace, les vaisseaux se déplaçant en parfaite coordination. Ils atteignirent des vitesses capables d'écraser n'importe quel vaisseau humain. Leurs manœuvres, en formation serrée, témoignaient d'une maîtrise absolue des lois de la physique, une maîtrise que les humains peinent à comprendre. Chaque manœuvre était calculée pour démontrer l'inutilité de toute résistance. « Visez l'amas d'astéroïdes aux coordonnées 769 », ordonna Ketvar. Les systèmes d'armement de la flotte s'activèrent dans un grondement métallique, comme un coup de tonnerre emprisonné dans le métal. Les relevés d'énergie s'affolèrent sur tous les capteurs. L'air lui-même semblait vibrer d'une puissance à peine contenue. Même Ketvar, qui avait vu ce spectacle des dizaines de fois, fut impressionné par la force destructrice que sa flotte pouvait déchaîner. Des rayons d'énergie pure jaillirent en ligne parfaitement droite à travers l'espace. Ils ont percuté l'amas d'astéroïdes et transformé la roche en nuage de gaz surchauffé en expansion. En quelques secondes, des fragments de pierre qui existaient depuis des milliards d'années ont tout simplement disparu. L'énergie libérée équivalait à 1000 explosions nucléaires simultanées, mais ils n'en avaient pas fini. Cibler la Lune glacée aux coordonnées 452. Cette cible était plus imposante. Une petite lune recouverte d'eau gelée,
de la taille-tuile d'une ville. Le cuirassé Starbreaker s'avança, son canon principal se chargeant d'une énergie suffisante pour alimenter une planète. Le rayon qui en jaillit était d'une toute autre nature que celui des armes de moindre envergure. C'était une colonne de destruction qui déchirait l'espace lui-même. Lorsqu'il percuta la lune glacée, l'astre tout entier disparut, sans être détruit ni brisé, effacé de l'existence, comme s'il n'avait jamais existé. Les relevés confirmèrent une destruction totale, rapporta l'officier chargé de l'armement. Aucun débris plus gros que des particules de poussière. Ketvar s'accorda un instant de satisfaction. Ouvrez un canal vers la Terre. L'écran principal vacilla et afficha le pont d'une station spatiale habitée. Plusieurs humains en uniforme militaire se retournèrent pour tendre vers lui. Leurs visages étaient en pâle, mais déterminés. « Peuple de la Terre, commença Ketvar, vous avez assisté à une brève démonstration de nos capacités. Les astéroïdes et la Lune que nous avons détruits auraient pu être vos villes, vos installations militaires, votre monde entier. Nous vous offrons une dernière chance d'accepter notre protection. » Un amiral humain s'avança. « Amiral Ketvar, je suis l'amiral Rodriguez du commandement de la défense terrestre. Nous avons bien reçu votre message. Et votre réponse ? La position de la Terre reste inchangée. Nous choisissons l'indépendance. » Ketvar sentit ses mandibules grincer de frustration. Ces créatures étaient-elles folles? N'avaient-elles pas vu la Lune disparaître? Amiral Rodriguez, peut-être n'avez-vous pas compris ce à quoi vous avez assisté. Nous avons détruit des corps célestes. Vos armes ne peuvent même pas égratigner nos boucliers. Nous comprenons parfaitement, répondit calmement Rodriguez, et nous apprécions la démonstration. Comme l'a mentionné le capitaine Chen, nous serions heureux de vous en fournir une. Vous n'arrêtez pas de le répéter, lança Ketvars. Que pourriez-vous bien nous montrer qui soit pertinent à cette discussion? Que pourriez-vous bien nous montrer qui soit pertinent à cette discussion? L'amiral Rodriguez esquissa le même sourire que le capitaine Chen. Cette expression calme et assurée, dénuée de sens. Pourquoi ne pas regarder et voir? La transmission s'interrompit, laissant Ketvar face à un écran noir. Autour de lui, ses officiers échangèrent des regards perplexes. Quelle démonstration ces primitifs pouvaient-ils bien offrir? « Monsieur, » appela son opérateur de capteur, « je détecte des relevés d'énergie inhabituels provenant du système interne. » « Quel type de relevés ? » ?»« Inconnu, monsieur. Ces schémas ne correspondent à rien dans nos bases de données. » Katavar fronça les sourcils. « Montrez-moi. » L'écran principal afficha une analyse détaillée du système solaire. Au début, tout semblait normal. Le Soleil brillait au centre. Les planètes orbitaient sur leurs trajectoires habituelles. Les astéroïdes dérivaient dans leur ceinture entre la 4e et la 5e planète. Puis, les choses commencèrent à changer. « Monsieur, je détecte d'énormes pics d'énergie provenant de plusieurs endroits, » a rapporté l'opérateur des capteurs. « Les relevés sont... » « Ils sont colossaux, monsieur. À quel point? Plus importants que les réacteurs de nos cuirassés. Bien plus importants. C'était impossible. La technologie humaine avait des siècles de retard sur la science zéphirienne. Ils utilisent encore des réactions chimiques primitives pour produire de l'énergie. Leurs armes les plus sophistiquées étaient à peine plus puissantes que des pierres lancées à la main. Êtes-vous certain de ces relevés? Oui, monsieur, et elles deviennent de plus en plus puissantes. Ketvar fixa l'écran. Des chiffres défilaient, affichant des niveaux d'énergie qui ne devraient même pas exister dans ce système. Des niveaux de puissance qui suggéraient une technologie bien au-delà de ce que les humains devraient posséder. « Monsieur !» cria un autre officier. « Je détecte des mouvements dans la ceinture d'astéroïdes. Des mouvements d'envergure. Montrez-moi. » L'écran effectua un zoom sur la ceinture d'astéroïdes. Ketvar observait, de plus en plus perplexe, des fragments de roches se mettre à bouger de façon décidée. Ils ne dérivaient pas. Ils avançaient.
Ils accéléraient dans des directions défiant les lois de la mécanique orbitale. Ces astéroïdes sont-ils en mouvement? Il semblerait, monsieur. Je détecte des signatures de moteurs sur plus de 200 objets. 200 astéroïdes avec des moteurs. C'était étrange, mais pas menaçant. Même si l'humanité avait réussi à construire des vaisseaux camouflés en rochers, il s'agirait encore d'engins primitifs. Puis, le camouflage commença à tomber. Ce que Ketvar avait pris pour des astéroïdes se révéla être tout autre chose. Des structures métalliques se déployèrent à partir d'enveloppes rocheuses. Des ports d'armes s'ouvrirent comme des fleurs mécaniques. Des signatures énergétiques jaillirent de la ceinture d'astéroïdes. « Monsieur », dit son officier tactique d'une voix à peine audible, « ce ne sont pas des astéroïdes. Ce sont des stations spatiales, des installations militaires. Elles étaient dissimulées. » Ketvar sentit ses 4 cœurs s'emballer. Les installations cachées étaient préoccupantes, mais encore gérables. Sa flotte avait déjà affronté des stations défensives. Puis la Lune commença à changer. Sa surface grise se fissura selon des lignes géométriques. Des pans de roches se détachèrent, révélant du métal étincelant en dessous. D'imposantes batteries d'armes émergèrent de soutes dissimulées. Les relevés énergétiques de la Lune atteignirent soudainement des niveaux tels que les instruments de Ketvar se mirent à hurler d'alarme. « Rapport de situation », demanda-t-il. « Monsieur, nous détectons des signatures énergétiques en provenance de Luna qui dépassent de 12 fois la puissance de nos réacteurs principaux. 12 fois la puissance de toute sa flotte depuis une seule lune. Impossible avec la technologie humaine. Mais il n'en avait seulement pas fini. Mars, la planète rouge, changeait elle aussi. Sa surface poussiéreuse se déformait, révélant des structures sous-jacentes. Un chantier naval planétaire apparut, avec des vaisseaux en construction qui éclipsaient les cuirassés zéphiriens. « Monsieur », lança son officier de transmission, « nous recevons une transmission de la Terre. Transmettez-la. » Le capitaine Chen apparut à l'écran, mais elle ne portait plus un simple uniforme diplomatique. Elle arborait désormais l'uniforme bleu foncé d'un commandant militaire, orné d'insignes la désignant comme amiral de la flotte. « Amiral Ketvar, dit-elle aimablement, merci pour votre démonstration. Comme promis, voici la nôtre. » Derrière elle, Ketvar aperçut la passerelle de ce qui était manifestement un navire de guerre. Pas le transport civil à bord duquel elle était arrivée. Un vaisseau militaire doté d'une technologie d'une sophistication inquiétante. « Observez, » dit simplement Chen. L'espace autour de la Terre s'illumina soudain. Ces lumières n'étaient ni des explosions, ni des armes et à énergie. C'étaient des signaux d'activation. Dans tout le système solaire, des choses restées cachées se révélaient. L'amiral Ketvar, de plus en plus stupéfait, observait son écran tactique se mettre à jour, des centaines, puis des milliers de nouveaux contacts. Ce que ces éclaireurs avaient cartographié comme des astéroïdes et des lunes mortes s'animait, émettant des signatures énergétiques qui faisaient paraître sa flotte comme de simples jouets. « Monsieur !» s'écria son opérateur de capteur, la voix tremblante. « Je détecte des structures massives. » Des changements s'opèrent dans tout le système. Les lunes de Jupiter se mettent en formation. Sur l'écran principal, Ketvar observe 4 points lumineux s'organiser autour de la géante gazeuse, mais il ne s'agit plus de lunes naturelles. Elles révèlent des formes géométriques, des surfaces métalliques, des réseaux d'armement s'étendant sur des centaines de kilomètres. Les relevés énergétiques du système jovien dépassent désormais la capacité totale de notre flotte d'un facteur 50, rapporta son officier tactique. 50 fois. Ketvar sentit son souffle se couper. Comment est-ce possible? La technologie humaine était primitive. Leurs armes les plus puissantes étaient à peine plus efficaces que des explosifs chimiques. « Monsieur, nous détectons un mouvement massif provenant de la Terre. » Ketvar reporta son attention sur la planète bleue. Au premier abord, elle semblait inchangée. Les mêmes nuages blancs, les mêmes continents bruns et verts, les mêmes océans bleus qu'il observait depuis des mois.
Puis, les continents commencèrent à se séparer. « Que vois-je » demanda Ketvar. « Monsieur, la surface de la planète semble s'ouvrir, comme d'immenses portes ou écoutilles. Je découvre des structures artificielles sous les plaques continentales. » Ketavar observa, incrédule, l'océan Pacifique se retirer, révélant une surface métallique. L'océan recouvrait quelque chose d'énorme. Tandis que l'eau s'écoulait dans des canaux cachés, des ports d'armes devinrent visibles. Chacune était plus grande que son vaisseau amiral tout entier. « Monsieur !» s'écria son officier scientifique. « Une analyse préliminaire suggère que la planète entière a été modifiée, fortement modifiée. Les continents semblent être des sections mobiles recouvrant une installation à l'échelle planétaire. » Une installation à l'échelle planétaire. Ketvar avait entendu des rumeurs de ce genre. Des armes antiques, vestiges de civilisations disparues. Des destructrices de planètes forgées par des espèces ayant transcendé l'existence physique. Mais il n'en avait jamais vu. Personne dans l'Empire n'en avait vu. Combien de temps faudrait-il pour construire une telle chose ? Demanda-t-il à voix basse. Monsieur, avec notre technologie la plus avancée, convertir une planète entière prendrait des milliers d'années, peut-être des dizaines de milliers. Mais l'humanité n'explorait l'espace que depuis quelques décennies. Leurs signaux radio indiquaient qu'elle maîtrisait à peine l'électricité depuis 2 siècles. Comment aurait-elle pu construire un engin capable de rivaliser avec les plus grands projets d'ingénierie de l'Empire ? La réponse vint de la voix du capitaine Chen, à travers le canal de communication. « Vous vous demandez comment c'est possible ?» dit-elle, comme si elle lisait dans ses pensées. « L'humanité se prépare à cette conversation depuis plus de 2 siècles. Nous avons observé, appris et construit. »« Impossible !» rétorqua Ketvar. « Votre espèce a à peine quitté sa planète. » sourit Chen. « Amiral, vous écoutez nos signaux radio depuis des mois. Pensiez-vous que nous n'écoutions pas les vôtres ?» Ces mots frappèrent Ketvar comme un coup de poing. Les réseaux de communication de l'Empire. Leurs vaisseaux éclaireurs transmettaient des données au commandement depuis des mois, utilisant des protocoles de chiffrement standard. Des protocoles absolument inviolables face à toute technologie connue. Nous connaissons votre empire depuis que votre première sonde éclaireuse a pénétré dans notre système il y a 18 mois, poursuivit Chen. Nous avons surveillé vos communications, étudié votre technologie et analysé vos tactiques. Toutes les espèces que vous avez conquises ont commis la même erreur. Tenter de vous égaler vaisseau pour vaisseau, arme pour arme. Sur l'écran tactique, de nouvelles structures s'activaient. La ceinture d'astéroïdes s'était entièrement réorganisée en un réseau défensif. Chaque installation émettait des signatures énergétiques égales, voire supérieures, à celles des vaisseaux capitaux zéphiriens. Nous avons opté pour une approche différente, expliqua Chen. Nous avons émis des signatures énergétiques égales, voire supérieures, à celles des vaisseaux capitaux zéphiriens. Nous avons opté pour une approche différente, répéta Chen. Nous nous sommes demandé, et si le système solaire tout entier était une arme ? Ketvar jeta un coup d'œil autour de sa passerelle. Ses officiers fixaient leurs instruments, incrédules. Les relevés qu'ils lisaient défiaient toute logique quant aux capacités humaines. « État de nos systèmes d'armes », ordonna-t-il. « Tous les systèmes sont fonctionnels, monsieur. Mais, monsieur, l'acquisition de la cible est difficile. Il y a trop de contacts. Nos ordinateurs ne peuvent pas tous les traiter. Trop de contacts. » Sa flotte était conçue pour affronter d'autres flottes, des formations organisées de vaisseaux se déplaçant de façon prévisible dans l'espace. Ils n'étaient pas préparés à un ennemi qui avait transformé un système stellaire entier en forteresse. « Monsieur », l'interrompit son officier de communication, « les humains nous contactent à nouveau. Passez-les-moi. » Cette fois, ce n'était pas le capitaine Chen. Un nouvel humain apparut à l'écran, un homme d'un certain âge, aux cheveux gris et au regard calme, qui rappelait étrangement à Ketvar les commandants zéphiriens chevronnés. « Amiral Ketvar, je suis le général Harrison, du commandement de la défense stratégique. Je pense que nous devons avoir une conversation plus franche. »« Vous avez dissimulé vos véritables capacités, » déclara Ketvar. « C'est de la tromperie. »« Oui, c'est bien cela, »
acquiesça calmement Harrison. Tout comme vous nous avez trompés en prétendant qu'il s'agissait d'une mission diplomatique et non d'une flotte de conquête. Ketvar n'avait aucune réponse à cela. Le protocole impérial était clair. Une force écrasante suivie de conditions de reddition généreuses. Cela avait fonctionné pendant 5 siècles. Général Harrison, vous ne pouvez pas sérieusement croire que vous pouvez vaincre l'Empire zéphirien tout entier. Il ne s'agit que d'un seul système. Nous contrôlons des centaines de mondes. Amiral, vous contrôlez des centaines de mondes parce que vous n'avez jamais rencontré de résistance sérieuse. Vos conquêtes ont été faciles, car vos ennemis étaient pris au dépourvu. Nous avons eu près de 2 ans pour nous préparer. Sur l'écran tactique, de nouveaux contacts continuaient d'apparaître. Des vaisseaux émergeaient de baies et d'astéroïdes dissimulés. Des stations entraient en marche dans le système extérieur. Des plateformes d'armement, camouflées en débris spatiaux, révélaient leur véritable nature. « Combien d'installations avez-vous » demanda Ketvar. « Assez » répondit simplement Harrison. « Monsieur » s'écria l'officier scientifique de Ketvar. « J'ai terminé l'analyse préliminaire de leurs modifications. Amiral, ils n'ont pas seulement construit des armes. Ils ont reconstruit la structure fondamentale de leur système solaire. Générateur de gravité, champ magnétique artificiel. Ils ont transformé leur système stellaire en un environnement contrôlé. Un environnement contrôlé. Cela explique comment ils ont réussi à aligner les astéroïdes. Comment avaient-ils dissimulé d'immenses installations? Ils avaient remodelé l'espace lui-même. Votre démonstration était impressionnante, poursuivit Harrison. Détruire des astéroïdes et des lunes témoigne d'une puissance de feu considérable. Mais amiral, nous n'avons pas seulement modifié notre système pour la défense. Nous l'avons conçu pour la projection de force. Que voulez-vous dire? Au lieu de répondre, Harrison désigna quelqu'un hors champ. Montrez-lui. L'espace autour de la flotte Toe de Ketvar changea soudainement. Invisible à l'œil nu, mais tous les capteurs de chaque vaisseau se mirent à hurler des alarmes. D'énormes fluctuations gravitationnelles, des schémas énergétiques anormaux. La structure même de l'espace était manipulée. « Monsieur, nous détectons des anomalies gravitationnelles autour de la flotte », rapporta son officier scientifique. « Quelque chose génère des champs de gravité artificiels. Pouvons-nous nous déplacer ?»« Monsieur, nos moteurs fonctionnent, mais les interférences gravitationnelles rendent la navigation difficile. Nous pouvons nous déplacer, mais lentement et imprécis. » Ketvar comprit ce que les humains avaient fait. Ils n'avaient pas seulement construit des armes, ils avaient construit un piège. Sa flotte était prise au piège de champs de gravité artificiels qui limitaient ses mouvements, tout en étant entourée d'installations défensives qui pouvaient tirer à volonté. « Ce n'est pas possible, » dit-il calmement. « Votre technologie ne le permet pas. » Le général Harrison, d'un ton à la fois compatissant et ferme, répondit « Amiral, vous pensez comme un conquérant. On observe une espèce primitive et on suppose qu'elle le restera. Mais nous ne sommes plus les mêmes humains qui envoyaient des signaux radio il y a un siècle. Nous apprenons, nous nous adaptons, nous progressons. Mais atteindre ce niveau de développement prendrait des milliers d'années. « Il faudrait des milliers d'années à votre espèce, » corrigea Harrison. Les humains fonctionnent différemment. Face à une menace existentielle, nous ne nous contentons pas de nous y préparer. Nous y pensons sans cesse. Nous consacrons toute notre civilisation à sa résolution. Ketvar repensa au rapport des services de renseignement sur l'histoire de l'humanité. Ils s'étaient livrés à des guerres intestines pendant des millénaires. Ils avaient survécu aux ères glaciaires, aux épidémies, aux armes nucléaires, aux catastrophes climatiques. À chaque fois, ils n'avaient pas seulement survécu. Ils étaient revenus plus forts. Depuis 2 siècles, nos plus grands esprits travaillent sur une seule question, poursuivit Harrison. Comment se défendre contre un empire galactique? Non pas comment construire de meilleurs vaisseaux, mais comment devenir invincible. La démonstration tactique révélait toute l'étendue des prouesses de l'humanité. Le système solaire tout entier avait été transformé en plateforme d'armement.
Chaque planète, chaque lune, chaque ceinture d'astéroïdes avait été modifiée pour la guerre. C'était non seulement impressionnant, mais terrifiant. Général Harrison, demanda Ketvar avec précaution, que se passe-t-il maintenant? Harrison sourit, mais son sourire était froid. Amiral, nous, allons vous montrer ce que signifie l'invincibilité. Le général Harrison disparut de l'écran, remplacé par l'amiral Chen. Mais il ne s'agissait pas du capitaine diplomatique qui avait visité le navire de Ketvar. C'était un commandant militaire en grand uniforme, debout sur la passerelle d'un navire de guerre, qui ne ressemblait en rien au simple transport qu'était le rameau d'olive. « Amiral Ketvar, dit Chen, vous vouliez une démonstration. Permettez-nous de vous montrer d'abord la précision. » Sur l'écran tactique de Ketvar, un unique rayon d'énergie traversa l'espace depuis la Lune. Il était différent des puissants rayons destructeurs que sa flotte avait utilisés pour anéantir les astéroïdes. C'était tout autre chose, fin, concentré et d'une précision inouïe. Le faisceau effleura le système d'armement principal du vaisseau amiral et s'arrêta, sans pénétrer la coque, sans provoquer d'explosion, juste un contact. « Monsieur !» s'écria son officier d'armement, perplexe. « Notre canon à plasma principal est hors service. Rapport de dégâts. » « Aucun dégât, monsieur. Le système d'armement a été retiré. » Retiré chirurgicalement. Le rayon avait miraculeusement extrait notre canon principal sans affecter les systèmes environnants. Ketvar contemplait son écran tactique. Le rayon avait parcouru des centaines de milliers de kilomètres et opéré avec une précision chirurgicale sur l'armement de son vaisseau. Une précision que ses propres ingénieurs étaient incapables d'égaler à bout portant. « Comment est-ce possible ?» murmura-t-il. L'amiral Chen l'entendit d'une manière ou d'une autre. « Nous avons eu tout le temps d'étudier votre technologie, amiral. À chaque scan effectué par vos capteurs, nous vous scannions en retour. Nous connaissons vos systèmes d'armement mieux que vous. » Un autre rayon jaillit d'une installation différente. Celui-ci toucha le perce-vide du destroyer et, on ne sait comment, désactiva ses moteurs sans provoquer d'explosion ni de dégâts visibles. Le vaisseau s'immobilisa, flottant impuissant dans l'espace. « Monsieur » rapporta son officier tactique, « le perce-vide signale une panne moteur totale, mais aucun dégât n'est à signaler. Leurs systèmes d'alimentation se sont simplement coupés. » D'autres faisceaux ont commencé à être émis depuis des installations disséminées dans tout le système solaire. Chacun ciblait avec précision un système spécifique d'un vaisseau précis. Les armes sont devenues inopérantes. Les boucliers se sont désactivés. Les réseaux de communication ont cessé de fonctionner. Aucun vaisseau ne fut détruit. Aucun membre d'équipage ne fut blessé. Mais la flotte zéphirienne était systématiquement démantelée, pièce par pièce. « Ce n'est pas une destruction aléatoire, » réalisa Ketvar. « Vous faites preuve de maîtrise. »« Exact, » répondit Chen. « N'importe quelle espèce peut construire des armes destructrices. Nous avons conçu des armes qui ciblent précisément leurs ennemis. Nous pouvons neutraliser vos vaisseaux sans tuer vos équipages. Ou bien, nous pouvons faire ceci. » La démonstration a changé. Désormais, les faisceaux émis par les installations humaines étaient différents, plus larges, plus puissants. Ils ne visaient plus la flotte de Ketvar, mais l'espace vide, bien au-delà du système solaire. Nous ciblons un amas d'astéroïdes lointains dans le système Centauri, annonça Chen. Ketvar sentit son souffle se couper. Le système Centauri se trouvait à plus de 4 années-lumière. Aucune arme ne pouvait atteindre une telle distance. Les faisceaux d'énergie se déplaçaient à la vitesse de la lumière. Il faudrait des années pour qu'une attaque atteigne un autre système stellaire. Pourtant, sur ces capteurs longue portée, des relevés apparurent instantanément. L'amas d'astéroïdes de l'espace Centauri a tout simplement disparu. Pas dans 4 ans. Maintenant. Instantanément. « C'est impossible », déclara son officier scientifique. « L'énergie ne peut pas voyager plus vite que la lumière. »« Votre énergie ne le peut pas, » corrigea Chen. « Nous avons appris à plier l'espace, à créer des couloirs à travers des dimensions que votre physique n'a pas encore découvertes.
La distance n'a plus d'importance pour nos armes. Ketvar scrutait les relevés des capteurs. Des armes capables de frapper instantanément à travers l'espace interstellaire. Les conséquences étaient stupéfiantes. Aucune flotte ne pourrait se soustraire à de telles armes. Aucune planète ne serait à l'abri. Ciblez la ceinture d'astéroïdes du système Vega, annonça Chen. Une autre cible lointaine disparut instantanément. Puis une autre. Et encore une autre. Chaque démonstration prouvait que les armes humaines pouvaient atteindre n'importe quel point de la galaxie sans délai. Vous êtes venus ici en vous attendant à affronter une espèce primitive avec des armes primitives. Au lieu de cela, vous avez trouvé une civilisation qui a passé 2 siècles à se préparer pour ce moment précis, dit-il. Chaque ressource, chaque esprit brillant, chaque avancée technologique a été concentrée sur un seul but, rendre la Terre invincible. Ketvar observa sa passerelle. Ses officiers, stupéfaits, fixaient leurs instruments. Les données qu'ils lisaient redéfinissaient les limites du possible en matière de guerre. Votre empire s'étend sur 500 ans et 400 mondes, poursuivit Chen. Impressionnant. L'humanité se prépare au contact galactique depuis 2 siècles et nous avons transformé notre unique système en une forteresse capable de contenir votre civilisation entière. Un seul système ne peut vaincre un empire, protesta Ketvar d'une voix peu convaincue. N'est-ce pas? Demanda Chen. Amiral, votre empire prospère grâce à votre capacité à projeter votre puissance sur des vastes distances. Vous pouvez déplacer des flottes d'un système à l'autre et submerger les défenses locales. Mais que se passe-t-il lorsque votre ennemi peut riposter instantanément, quelle que soit la distance? La question planait dans l'espace comme un poids tangible. Ketvar en comprit immédiatement les implications. L'Empire zéphyrien reposait sur la mobilité et la supériorité numérique des forces locales. Mais si les humains pouvaient attaquer instantanément n'importe quelle cible depuis leur système de forteresse, la mobilité devenait superflue. Réfléchissez-y, dit Shen. À l'heure actuelle, nos armes ciblent toutes les installations militaires majeures de votre empire, vos chantiers navals, vos bases navales, vos centres de commandement. Nous ne tirons pas, mais nous pourrions, tous ensemble. Les 4 cœurs de Ketvar battaient si fort qu'il avait du mal à réfléchir. Vous menacez toute notre civilisation. Non, amiral. Nous vous démontrons la réalité de votre situation. Vous êtes venu menacer toute notre civilisation. Non, amiral. Nous vous démontrons la réalité de votre situation. Vous êtes venus ici avec l'intention de nous conquérir. Au lieu de cela, vous avez découvert que nous pouvons vous conquérir. Sur l'écran tactique, de nouvelles informations apparaissaient. Des scans détaillés des mondes zéphiriens, des installations militaires, des positions de la flotte, des systèmes de défense. Les humains connaissaient tout de la structure militaire de l'Empire. « Depuis combien de temps nous surveillez-vous » demanda Ketevor. « Depuis votre première sonde de reconnaissance. Nous avons surveillé vos communications, suivi vos flottes et cartographié votre territoire. Nous connaissons la position de chaque vaisseau. Nous connaissons les capacités de défense de chaque planète. Nous connaissons vos lignes de ravitaillement, votre structure de commandement et vos faiblesses stratégiques. » L'image de Chen fut remplacée par une carte holographique de l'espace zéphyrien. Chaque planète était marquée. La position de chaque flotte affichée, chaque installation majeure mise en évidence. Elle était plus détaillée que les cartes stratégiques de l'Empire. « Voilà à quoi ressemblent 200 ans de préparation », déclara Chen. « Pas seulement la conception d'armes plus performantes, mais aussi de renseignements plus efficaces et d'une stratégie plus performante. Une meilleure compréhension de nos ennemis potentiels. » La carte zooma sur des systèmes individuels, révélant des positions défensives que l'Empire considérait comme secrètes, des bases cachées connues seulement de quelques officiers supérieurs, des dépôts de ravitaillement d'urgence classés au-dessus du niveau de sécurité de Ketvar. « Comment » murmura-t-il. « Vos réseaux de communication sont plus vulnérables que vous ne le pensez, » répondit Chen. « Vos
Méthodes de cryptage partent du principe que seules les espèces dotées d'une technologie similaire tenteront de les déchiffrer. Vous n'avez jamais envisagé qu'une espèce supposément primitive puisse aborder le problème sous des angles totalement différents. Ketvar comprit que l'Empire avait été infiltré de fond en comble, non par des espions ou des agents, mais par des analyses mathématiques et une surveillance électronique contre lesquelles il n'avait jamais songé à se défendre. « Que voulez-vous » demanda-t-il. Immédiatement, « Nous voulons que vous compreniez votre situation. Vous êtes venus ici en espérant une conquête facile. Au lieu de cela, vous avez trouvé un ennemi qui vous connaît parfaitement et qui peut frapper où que vous soyez. Votre flotte est prise au piège dans des champs gravitationnels que nous contrôlons. Vos armes sont hors service. Vos vaisseaux sont impuissants, mais vous ne nous avez pas anéantis. Non, nous ne nous sommes pas anéantis, car nous ne sommes pas des conquérants, amiral. Nous sommes des défenseurs. Nous ne voulons pas de votre empire. Nous voulons simplement qu'on nous laisse tranquilles. » L'image de Chen réapparut à l'écran. Son expression était sérieuse, mais pas hostile. « Voici ce qui va se passer, » dit-elle. « Votre flotte sera escortée hors de notre système. Vous retournerez dans votre empire et ferez votre rapport sur ce que vous avez découvert ici. Vous leur direz que la Terre n'est pas à conquérir. Et si mon empire décide d'envoyer une flotte plus importante ?» Le sourire de Chen était glacial. « Alors nous démontrerons que nos armes sont tout aussi efficaces sur 1000 vaisseaux que sur 40. La taille de votre flotte importe peu quand nous pouvons neutraliser instantanément n'importe quel vaisseau, quelle que soit la distance. » Ketvar jeta un dernier coup d'œil à son écran tactique. Sa puissante flotte, la fierté de l'Empire, dérivait impuissante dans l'espace. Armes hors service, moteur à l'arrêt, système de communication à peine fonctionnel. Ils avaient été vaincus sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. « Tout change », dit-il d'une voix calme. « Oui, c'est certain », acquiesça Chen. « La galaxie est sur le point d'apprendre que les humains ne suivent pas les mêmes règles que les autres espèces. Nous ne nous contentons pas de nous adapter aux menaces. Nous les éliminons. » 3 jours plus tard, l'amiral Ketvar était assis dans ses appartements privés à bord du Dominion Céleste. Son vaisseau était de nouveau opérationnel. Les humains avaient remis en état ses armes, ses moteurs, ses systèmes de communication. Ils l'avaient fait aussi facilement qu'ils les avaient désactivés, grâce à ces faisceaux d'une précision incroyable, capables de traverser l'espace et de modifier la technologie sans l'endommager. Sa flotte s'éloignait du système solaire terrestre, escortée par un unique vaisseau humain. Non pas les gigantesques vaisseaux de guerre qu'ils avaient révélés, mais le même petit vaisseau à bord duquel le capitaine Chen était arrivé, le rameau d'Olivier. Or, Ketvar savait désormais qu'il ne s'agissait pas d'un transport civil. C'était un vaisseau de guerre camouflé en engin inoffensif, comme tout le reste dans l'espace humain. Un léger carillon signala une communication entrante. Ketvar accepta l'appel et l'amiral Chen apparut sur son écran. Elle portait encore son uniforme, mais son expression était moins sévère que lors des démonstrations. « Amiral Ketvar, » dit-elle poliment, « je souhaitais m'entretenir avec vous en privé, avant que vous n'atteigniez les limites de notre système. Pour me vanter de votre victoire ?» Chen secoua la tête. « Pour vous aider à comprendre ce que vous devrez rapporter à votre empire, et pour vous assurer que vous comprenez le choix qui s'offre désormais à votre peuple, » Ketvar se renversa dans son fauteuil. « Quel choix ? Vous avez clairement indiqué que toute résistance est inutile. »« Ce n'est pas vrai, » répondit Chen. « Vous avez plusieurs options. La question est de savoir laquelle votre empire choisira. » Sur l'écran derrière Chen, un affichage holographique apparut, présentant des cartes stellaires de l'espace zéphirien. Mais ces cartes contenaient de nouvelles informations, des postes d'observation humains, des stations de surveillance. La preuve que le réseau de surveillance terrestre s'étendait bien au-delà de leur système unique. « Première option, » commença Chen, « est de faire comme si cette rencontre n'avait jamais eu lieu. Déclarez le système terrestre zone interdite et poursuivez votre expansion ailleurs. Il y a toute une galaxie à conquérir, une multitude de mondes qui ne se défendront pas. Si nous optons pour cette solution, nous surveillerons votre empire pour nous assurer du respect de l'accord. Sinon, nous vous laisserons tranquille. Nous n'avons aucun intérêt à interférer avec votre civilisation, tant que vous n'interférez pas avec la nôtre.
Ketvar étudia les cartes stellaires. Les stations de surveillance étaient déployées dans tout l'espace zéphirien. Les humains pouvaient observer toutes les activités de l'Empire. Mais celui-ci proposait de ne rien faire tant que la Terre serait laissée en paix. La deuxième option, poursuivit Chen, consiste à tenter de développer des contre-mesures. Consacrer les prochaines décennies à développer une technologie capable d'égaler la nôtre. Nous n'entraverons pas vos efforts. Pourquoi ? Demanda Chen avec un sourire. Parce que nous sommes confiants dans notre supériorité technologique. Libre à vous d'essayer de nous rattraper. Mais d'ici à ce que vous développiez des armes aussi performantes que celles que nous vous avons présentées, nous aurons eu des décennies pour nous perfectionner encore davantage. Le troisième graphique qui apparut présentait des pistes de développement technologique, des équations complexes et des projections de recherche si fastidieuses que Ketvar en eut le tournis. Mais la conclusion était sans équivoque. Même avec les estimations les plus optimistes, l'Empire aurait besoin de siècles pour égaler les capacités humaines actuelles. La troisième option, dit Chen, c'est la guerre. Les cartes stellaires se modifièrent à nouveau, affichant les mouvements de flotte et les projections de bataille. Mais il ne s'agissait pas de simulations de victoires héroïques zéphiriennes. Elles montraient la destruction systématique des forces impériales dans des dizaines de systèmes. Si votre empire choisit la guerre, poursuivit Chen, nous y mettrons fin rapidement. Nous n'envahirons pas vos mondes et ne ferons aucun mal à vos civils. Mais chaque installation militaire, chaque vaisseau de guerre, chaque plateforme d'armement sera détruite. Votre empire sera sans défense. Vous anéantiriez notre civilisation entière. Seule votre puissance militaire serait menacée. Votre peuple peut se reconstruire. Il peut développer des technologies pacifiques. Il peut explorer la galaxie sans la conquérir. Mais ils ne pourront pas menacer les autres espèces. Ketvar, en consultant les projections, fut pris de nausée. L'analyse humaine prévoyait une victoire militaire totale en quelques mois. Pas en années, en quelques mois. L'Empire qui avait dominé la galaxie pendant 5 siècles serait réduit à des colonies impuissantes éparpillées dans l'espace. Il y a une quatrième option, dit Chen d'une voix calme. Laquelle ? Une alliance. Le mot planait entre eux comme un cadeau inattendu. Ketvar ne s'attendait pas à ce que les humains proposent un partenariat, après avoir démontré leur supériorité écrasante. Quel genre d'alliance ? Celle où votre empire cesse de conquérir et se met à explorer. Celle où vous mettez votre connaissance de la galaxie au service de l'établissement de contacts pacifiques avec d'autres espèces. Là où nous partageons nos technologies et collaborons pour faire progresser nos deux civilisations. L'expression de Chen s'anima tandis qu'elle décrivait cette possibilité. Amiral, votre peuple a 5 siècles d'expérience avec différentes cultures extraterrestres. Vous connaissez des langues, des coutumes, des technologies que nous n'avons jamais rencontrées. Ce savoir est précieux et en retour, nous partageons notre technologie de défense. Nous vous aidons à protéger vos mondes existants contre d'autres menaces. Nous pourrions même vous aider à améliorer la vie de vos citoyens au lieu de simplement étendre votre territoire. Ketvar a envisagé cette option. Cela impliquerait des changements fondamentaux pour la culture zéphirienne. L'Empire s'était bâti sur la conquête et l'expansion. L'idée d'exploration pacifique était presque étrangère à son peuple. « Mon empire n'acceptera pas d'être dicté par un seul monde », déclara-t-il. « Nous ne dictons rien », répondit Chen. « Nous offrons des choix. Votre empire peut emprunter n'importe laquelle de ces voies. Mais, amiral, comprenez bien ceci. Le choix de respecter ou non l'indépendance de la Terre n'est pas à l'ordre du jour. La décision était déjà prise. L'écran de communication afficha des images en temps réel du système solaire. Kitavar pouvait désormais contempler l'étendue des constructions humaines, des milliers d'installations, des armes capables de remodeler l'espace lui-même, un système de forteresses qui faisait paraître les plus grandes places fortes de l'Empire primitif. Voilà ce que l'humanité a accompli en 2 siècles, alors qu'elle pensait sa survie menacée, a déclaré Chen. Imaginez ce que nous pourrions accomplir au cours des 2 prochains siècles si nous œuvrions à un projet positif,
au lieu de simplement nous préparer à la guerre. Ketvar en comprit la portée. L'humanité avait bâti tout cela en se préparant à une menace qui n'était même pas encore apparue. Que construirait-il face à de véritables menaces? Que deviendrait-il s'il se concentrait sur l'exploration et la découverte plutôt que sur la défense? Vous proposez de devenir la puissance dominante de la galaxie, dit-il. Non, corrigea Chen. Nous proposons de contribuer à la création d'une galaxie où personne n'a besoin d'être dominant. Un monde où les espèces peuvent coexister sans craindre constamment la conquête. Un monde où la technologie est utilisée pour l'exploration et le progrès, plutôt que pour la seule guerre. C'était une vision idéaliste, probablement impossible. Les espèces Tabamoirosotites s'affrontent depuis le début de l'histoire écrite. Mais la plupart n'avaient pas encore trouvé le moyen de transformer des systèmes stellaires entiers en armes. Je transmettrai votre message à l'Empire, dit finalement Ketavar. Merci. Et amiral, lors de votre rapport, veuillez être précis quant à ce que vous avez vu ici. Les décisions de votre empire doivent se fonder sur des faits, et non sur l'orgueil ou des vœux pieux. Ketavar acquiesça. Son rapport serait le document le plus important de l'histoire de Zéphyrie. Cela déterminerait si son peuple choisirait la sagesse ou la destruction. La communication s'interrompit, laissant Ketavar seul avec ses pensées. Par sa fenêtre, les étoiles semblaient inchangées. Pourtant, il savait que tout avait changé. La galaxie abritait désormais une espèce capable de se défendre absolument et de projeter sa force à n'importe quelle distance. 2 semaines plus tard, la flotte zéphyrienne atteignit les limites de l'espace humain. Le rameau d'Olivier fit demi-tour vers la Terre, les laissant poursuivre seuls leur route vers l'Empire. Alors qu'ils s'élançaient dans le voyage supraluminique, Ketvar jeta un dernier regard à l'étoile terrestre. Elle paraissait si ordinaire, une simple étoile jaune parmi des milliards. Mais elle était désormais le centre d'une puissance d'un genre nouveau. Non pas le pouvoir de conquérir, mais celui de rendre la conquête impossible. Des mois plus tard, Ketvar se présenta devant le Conseil impérial et livra son rapport. Il leur révéla tout. Les installations secrètes, les armes impossibles, la technologie capable de traverser instantanément les distances interstellaires. Le choix que l'humanité offrait. La réaction initiale du Conseil était prévisible. L'indignation. Des appels à une riposte massive réclamaient la mobilisation de toute la flotte impériale et l'anéantissement de ces humains arrogants avant qu'ils ne deviennent une menace plus grande. Mais à mesure que l'analyse détaillée de Ketvar faisait son chemin, la colère se mua en inquiétude, puis en crainte, et enfin en une sagesse naissante. L'Empire zéphyrien opta pour la première solution. Le système terrestre fut déclaré zone interdite. L'expansion se poursuivit dans d'autres directions, mais avec une prudence accrue. D'autres espèces à travers la galaxie commencèrent à recevoir d'étranges rapports concernant des humains capables de se défendre. Certaines civilisations envoyèrent donc des missions diplomatiques sur Terre. D'autres évitèrent tout simplement l'espace humain. Quelques-unes tentèrent de développer des technologies de défense similaires, mais aucune n'y parvint. Sur Terre, l'amiral Chen se tenait au centre de commandement de la base lunaire, le regard tourné vers les étoiles. Son aide s'approcha avec les derniers rapports de renseignement. « Amiral, nous recevons des demandes de premier contact de 17 espèces différentes. La rencontre avec les Zéphyriens a apparemment attiré l'attention de toute la galaxie. » Chen acquiesça. Programmez des rencontres diplomatiques. Mais maintenez nos systèmes de défense en état d'alerte maximale. Nous avons prouvé à la galaxie que nous pouvons nous défendre. Il nous faut maintenant démontrer qu'on peut nous faire confiance avec cette puissance. À l'extérieur du hublot, la Terre tournait lentement dans l'espace. Ses océans bleus et ses continents verdoyants semblaient paisibles et naturels. Seules quelques personnes savaient que sous cette surface familière se cachaient des armes capables de bouleverser l'équilibre des forces à travers la galaxie.